Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette série mensuelle de webinaires dénommée Focus sur la gestion de projet. C'est une initiative de la direction des initiatives académiques du chapitre PMI RDC. Et cette série vise à promouvoir la culture de projet en général, à offrir aux étudiants, aux jeunes professionnels, un espace d'apprentissage conforme aux standards et bonnes pratiques du PMI. L'objectif ici, à travers cette activité, c'est de vous faire comprendre, de vous apprendre des bonnes notions, des bonnes pratiques et des bonnes connaissances globalement de la gestion de projet à travers des experts chevronnés qui vont nous partager leur expérience, mais aussi nous partager leurs connaissances et compétences. Alors, nous allons commencer cette session avec la présentation du PMI, du Project Management Institute qui vous accueille aujourd'hui, et particulièrement du chapitre PMI de la RDC. Alors, je vais partager mon écran très rapidement. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, qui sommes-nous? Le Project Management Institute. Qu'est-ce que le Project Management Institute? Nous allons commencer cette brève présentation avec ce slogan qui est très parlant et je pense que ça va nous permettre, d'ici la fin de cette présentation, nous allons un peu comprendre le message derrière ces slogans. Bâtir la RDC de demain, c'est réussir le projet d'aujourd'hui. C'est quoi? Alors, c'est quoi le Project Management Institute? Le Project Management Institute, le PMI, est une association professionnelle sans but lucratif, euh, à la base, donc créée américaine, dédiée à la gestion de projet. Elle a été créée en 1969 et elle est aujourd'hui la plus grande association professionnelle au monde en gestion de projet. Le PMI offre ou promeut des standards en gestion de projet, des compétences en gestion de projet en général, mais aussi elle constitue une communauté des professionnels dans ce domaine de la gestion de projet, dans lequel des bonnes pratiques sont promues, des bonnes pratiques bien sûr en gestion de projet. Le PMI est, en tant qu'association professionnelle dédiée à la gestion de projet, donne des qualifications reconnues mondialement, qui sont des certifications, qui sont aujourd'hui parmi les certifications les plus demandées et qui ont un impact majeur dans la réussite des projets. On parle aujourd'hui de PMP, le Project Management Professional, qui est la principale certification au monde dédiée à la gestion de projet ou qui reconnaît les compétences professionnelles en gestion de projet. Il y a aussi le CAPM qui permet de valider des connaissances basiques ou des connaissances fondamentales en gestion de projet et plusieurs autres certifications, comme vous le voyez sur ma présentation, que le PMI peut vous offrir. À ce jour, le Project Management Institute compte 769 000 membres effectifs et elle est répandue sur 220 pays et territoires, comprenant 302 chapitres avec plus de 1,9 million de certifiés, dont 1,7 million de certifiés PMP. Et dans ce lot, nous trouvons plus de 14 000 volontaires dans plus de 200 organisations multinationales à travers le monde.
où se trouve le PMI. Le PMI est basé à Newtown Square en Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. J'ai dit au début que le PMI était à l'origine une organisation américaine. Elle est subdivisée aujourd'hui en 7 régions que voici. La région de QG est nommée la région North America. Et la région dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la région subsaharienne Africa. Cette subdivision est particulière au PMI. C'est la subdivision des régions selon le PMI. Et particulièrement la région Afrique compte 24 chapitres, dont 23 chapitres qui sont agréés et un chapitre qui est un chapitre potentiel, avec différents chapitres qui sont en cours de création dans différents pays d'Afrique. Et en globalité, en Afrique, nous comptons plus de 23 000 membres du Project Management Institute. Entrons un peu plus en profondeur. Concrètement, qui est PMI? Si vous l'avez bien suivi, le PMI, comme association dédiée à la gestion de projet, ce n'est pas seulement une organisation, ce n'est pas seulement une institution, mais c'est aussi d'abord des individus. Ce qui m'amène à dire que PMI, c'est moi, en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, en tant qu'organisation qui forme aux standards du Project Management Institute ou de la gestion de projet. PMI, c'est aussi vous. Vous, vos collègues et toute autre personne autour de vous. PMI forme ainsi une communauté des professionnels, une communauté d'étudiants, mais aussi d'associations et d'organisations. Alors que vous soyez expert, professionnel, passionné, inspirant, débutant même ou simplement intéressé par la gestion de projet, vous êtes le bienvenu au PMI. L'adhésion au PMI peut se faire à travers la plateforme officielle du PMI, www.pmi.org. Et les frais d'adhésion s'élèvent à 126 $ pour la première année et 116 $ pour le renouvellement des années suivantes. Vous pouvez les payer par carte débit internationale, Visa, Mastercard, etc. Et l'adhésion pour les étudiants s'élève à 17 $ seulement. Et à l'avenir, un système d'adhésion local sera mis en place sous peu. Alors, qu'est-ce que le PMI, si vous adhérez au PMI, qu'est-ce que le PMI vous offre? Le PMI vous offre premièrement des certifications professionnelles. Ces certifications vous renforcent vos compétences en gestion de projet et vous amènent à être reconnu mondialement, étant donné que le PMI est une organisation reconnue mondialement. Mais aussi, le PMI vous offre des certifications professionnelles à tous les niveaux. À tous les niveaux et dans tous les domaines dans lesquels la gestion de projet intervient. Et aujourd'hui, la gestion de projet intervient dans tous les domaines professionnels. Le PMI vous offre aussi un réseau des professionnels dans lesquels vous pouvez bénéficier des expériences partagées, des échanges, des renforcements des connaissances et des compétences. Un réseau qui n'est pas seulement local, mais aussi mondial, mais aussi un réseau d'étudiants ou des jeunes professionnels intéressés ou même débutants dans le domaine de la gestion de projet. Les PMI vous offrent des ressources, des ouvrages, des abonnements à des revues, des webinaires comme celle-ci, des documents, des drafts de documents de gestion de projet qui peuvent vous aider dans vos projets, mais aussi une intelligence artificielle dédiée à la gestion de projet, l'intelligence artificielle du Project Management Institute nommée Infinity. En tant que membre, bénéficier de l'accès à cette intelligence artificielle, mais aussi en tant que membre, bénéficier des différentes réductions sur tout ce que le PMI peut vous offrir, les certifications dont nous avons parlé, des conférences organisées par le PMI, des formations, mais aussi des ressources en général,
PMI vous offre de l'expérience, particulièrement à travers le programme de volontariat, à travers des ateliers de gestion de projet ou dans différents domaines. Mais aussi et surtout particulièrement, je mettrai l'accent sur ceci, c'est que le PMI vous offre une crédibilité, une reconnaissance nationale et mondiale à travers ses certifications, à travers sa plateforme des volontaires. Elle vous offre une crédibilité et une certaine expérience à travers notamment le volontariat. Notre communauté, la communauté PMI RDC, est constituée de 312 membres, dans lequel et elle a réussi, elle a pu signer 15 partenariats, dont 2 partenariats avec des institutions académiques et 4 partenariats avec des structures ou des institutions publiques. Au sein du PMI RDC, nous comptons plus de 120 certifiés, dont 115 PMP. Et à travers cette communauté des membres, constituée non seulement des membres effectifs, mais aussi des membres potentiels, vous pouvez justement bénéficier de toute l'expérience, de tout le partage et de toutes les connaissances qui peuvent être échangées. Et vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes. Nous sommes sur Facebook, sur LinkedIn, sur X, sur YouTube et sur WhatsApp à travers la chaîne. La communauté, les communautés du PMI nommées communautés des pratiques professionnelles vous permettront de bénéficier des différentes expériences de gestion de projet dans votre domaine spécifique. Nous comptons au total 6 communautés des pratiques professionnelles au sein du chapitre. La communauté de génie civil, la communauté d'informatique, communication et télécom, la communauté de leadership, la communauté des femmes, du genre, la communauté des mini-industries, la communauté de gestion des chaînes d'approvisionnement et le club étudiant ou student club. Ainsi est la présentation du Project Management Institute et particulièrement du chapitre PMI de la RDC. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce qu'offre le PMI, si vous êtes tout simplement intéressé par la gestion de projet, le domaine de la gestion de projet, vous trouverez à la fin de ce webinaire le lien qui sera partagé pour devenir volontaire. Et à travers ce lien, vous pouvez adhérer en tant que volontaire. Vous pouvez aussi adhérer en tant que simplement membre pour bénéficier de tout ce que le PMI peut vous offrir. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Nous allons passer à notre webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui focus sur la gestion de projet. J'aimerais juste mettre un accent sur un rappel sur cette activité qui est Focus. Elle est organisée tous les derniers jeudis du mois et elle est dédiée, comme je l'ai dit au début, à vous apprendre, à vous partager des connaissances, des bonnes pratiques, des compétences dans le domaine de la gestion de projet. Et pour notre webinaire de ce soir, le thème choisi est le choix, justement, le choix d'une approche et d'une méthodologie de gestion de projet. Il est question ici de savoir comment choisir la bonne approche entre les approches de gestion de projet dites prédictives, agiles ou hybrides. Peut-être que vous ne connaissez pas ces notions, mais je pense qu'à travers ces moments, vous allez un peu plus en apprendre et un peu plus comprendre comment vous orienter par rapport à votre projet sur la méthode à appliquer. Alors, notre intervenant de ce jour, je vais très brièvement le présenter. Il s'agit du président du chapitre PMI de la RDC, M. André Cavoul, qui est chef de projet expérimenté avec plus de 20 ans d'expertise.
ayant conduit plus de 60 projets d'envergure, notamment dans le domaine des technologies de l'information. Il est formateur et coach reconnu. Il a accompagné de nombreux professionnels vers l'obtention de leur certification PMI et il est lui-même certifié PMP et PMO-CP, qui sont tous les deux des certifications reconnues mondialement du PMI. Alors, je vais passer la parole à M. André Cavoul, qui va nous faire peut-être un peu plus en détail la présentation de son profil et qui sera notre intervenant de ce jour. Après la session d'apprentissage, il y aura une session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas dans le chat d'écrire vos questions. Nous allons prendre le soin de les noter. Et à la fin de la présentation de l'intervenant, il se fera un plaisir d'y répondre. Alors, Monsieur André, vous avez la parole. Merci Credo. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Monsieur André. Un instant que je parle. Ok, bonsoir à tous et encore bienvenue à ce nouvel épisode du Focus sur la gestion de projet. Donc, nous allons parler aujourd'hui du choix d'une approche dans un projet. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire dans ma présentation. Je pense que Credo m'a présenté brièvement. Il a déjà parlé de l'essentiel. Donc, pour plus de détails, c'est affiché devant votre écran. Donc, je suis chef de projet. Je suis maintenant consultant en gestion de projet après avoir travaillé dans cette entreprise. Et ça fait plus de 21 ans que je suis dans la gestion de projets en entreprise, dont 16 comme chef de projet. Donc, il y a beaucoup de projets que j'ai gérés qui vont même jusqu'à des millions. Donc, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans la gestion de projets. De quoi nous allons parler aujourd'hui précisément? On va d'abord introduire, on va se rappeler d'abord ce qu'est un projet, on va parler du produit, donc on va d'abord introduire et après ça, nous allons parler des différentes approches qui existent. Avant de parler du choix d'une approche, il faut d'abord qu'on voit, qu'on voit d'abord c'est quoi les approches qui existent en gestion de projet à ce jour. Après les différentes approches, on va maintenant parler des critères de choix. Comment est-ce que nous pouvons choisir les différentes approches? Quelle approche on peut choisir pour quel type de projet? Et on va aussi voir quelques cas concrets, on va voir quelques exemples. Donc, je vais donner des exemples et vous, dans vos chats, dans le chat, vous allez commencer à choisir, à dire qu'est-ce que vous avez choisi et on va voir ensemble. Et enfin, on va conclure. Donc, sans plus tarder, je passe déjà à l'introduction. Donc, on se rappelle d'abord ce qu'est un projet. C'est quoi un projet? Je vais donner la définition selon quatre sources, selon quatre références. On va voir ce que trois standards disent et on va voir ce que Wikipédia dit. Donc, on va commencer avec le PMBOK. Le PMBOK dit qu'un projet, c'est une initiative temporaire qui a été entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. C'est-à-dire que un projet a pour finalité la création d'un produit. Un produit, c'est tout ce que nous pouvons utiliser. Ça peut être tangible ou intangible. Ce qui est tangible, c'est ce qu'on peut toucher. Ça peut être une maison,
On peut toucher une maison. Ça peut être un meuble, on peut toucher un meuble. Ça peut être tout ce qui est tangible. Et ce qui est intangible, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut utiliser. Ça peut être un logiciel. Un logiciel, on ne peut pas le toucher, mais on peut l'utiliser. Ça peut être un processus qu'il fallait mettre en place. On peut utiliser un processus, mais on ne peut pas toucher. Le projet peut aussi créer un service. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus un produit, ce n'est plus quelque chose qu'on peut utiliser, c'est un travail qui a été fait pour améliorer nos conditions. Ça peut être un assainissement. La fin d'un assainissement n'est pas un produit. On ne peut pas toucher un assainissement. Ça peut aussi être tout autre résultat qui n'est ni produit ni service. Un projet peut par exemple juste fournir une information. On voulait juste avoir une information, on conduit un projet et à la fin, on a une information. Et le projet est temporaire, c'est-à-dire qu'il a une durée. La durée, nous la représentons par des dates. Donc un projet doit toujours avoir une date de début et une date de fin. Ça, c'est selon le PMBOK. Selon Wikipédia, c'est un ensemble finalisé d'activités et d'actions qu'on a entrepris pour répondre à un besoin et dans des délais. Donc, Wikipédia parle d'ensemble finalisé d'activités et d'actions. Une initiative, justement, c'est un ensemble finalisé d'activités et d'actions. Et un projet répond à un besoin. Wikipédia voit ça dans l'angle de répondre à un besoin. C'est-à-dire que si on mélange la définition du PMBOK et de Wikipédia, la création du produit, du service ou du résultat, c'est en fait pour répondre à un besoin. Prince2 dit que c'est une organisation temporaire qu'on crée en vue de livrer un ou plusieurs produits d'entreprise conformément à un cas d'affaires convenu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de similarités entre la définition de Prince2 et la définition du PMBOK. Prince2 parle d'organisation, le PMBOK parle d'initiative. Effectivement, un projet, c'est une organisation. On organise un travail, on organise des ressources, on organise des éléments. Et tout ça, c'est temporaire, c'est créé pour livrer un produit. Prince2 préfère parler de un ou plusieurs produits d'entreprise. Ça ne veut pas dire que le PMBOK, quand il dit un produit, si je veux faire, par exemple, un projet qui doit construire plusieurs maisons, je ne saurais pas avec le PMBOK. Non. La notion d'unicité au niveau du PMBOK, elle est relative. Un produit, ça peut être une maison. Un produit, ça peut être un groupe de maisons aussi. Enfin, le EPMBOK, qui est aussi un autre standard, utilise un angle beaucoup plus différent des autres pour dire la même chose. Il dit qu'un projet, c'est un effort unique et transitoire qu'on a entrepris pour provoquer un changement et atteindre des objectifs planifiés. Effectivement, un projet provoque un changement. Un projet, c'est un effort, effectivement. Euh, les activités, les actions, l'initiative, l'organisation, c'est un effort qu'on est en train d'entreprendre. Et on veut provoquer un changement. Avant-projet n'est pas égal à après-projet. Tout ceci pour dire que pour différencier, distinguer un projet des opérations. Parce que dans le monde professionnel, on a deux grandes catégories d'activités qu'on fait. Quand nous allons travailler, que ce soit pour une entreprise, que ce soit en tant qu'entrepreneur, pour son propre compte, on ne fera que deux catégories d'activités. Ça sera soit des projets, soit des opérations. Les projets, c'est une série d'activités temporaires. C'est-à-dire que ces activités-là, on les fait, on commence à une date, on termine à une date, on produit des résultats, on passe à autre chose. Mais les opérations, c'est une série d'activités continues. Ça ne s'arrête pas. Tant que l'organisation va exister, ces activités-là ne s'arrêteront pas. Des exemples de projets, il y en a beaucoup. Ça peut être construction des trous de moutons, ça peut être la recherche des vaccins, ça peut être l'assainissement d'une ville, j'en ai parlé, construction d'une maison, j'en ai parlé.
Ça peut être aussi une cérémonie de mariage. Il y a un budget, il y a des ressources, il y a des dates. On commence la préparation à une date et on finit à une date. Ça peut être aussi un voyage. Ça peut être une étude de faisabilité. Ça peut aussi être un concert de musique. Il y a des dates. Ça peut être des élections présidentielles. Donc, vous voyez que ça va dans tous les sens. C'est dans tous les domaines qu'on a des projets. Pourquoi on a besoin de projets? Dans le monde des entreprises, on a besoin de projets parce que les projets apportent le dynamisme. Ça permet à l'entreprise de s'adapter au changement de son environnement. L'environnement est très changeant. Les besoins qu'il y avait il y a 30 ans n'existent plus. Il y a des besoins que nous avons maintenant qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, les entreprises doivent s'adapter. Et pour s'adapter, il faut créer des nouveaux produits, il faut créer des nouveaux services. Créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services, c'est projet. Les entreprises doivent être compétitives, doivent faire face à la concurrence. Quand une autre entreprise vient fournir les mêmes services que la même entreprise ou les mêmes produits, l'autre entreprise, pour attirer, elle apporte des nouveaux produits. Maintenant, moi, mon entreprise, pour que je puisse résister, je dois aussi créer des nouveaux produits. Créer un nouveau produit, ça nous fait penser à quoi? À un projet. Les projets nous aident à livrer. Comme nous faisons un travail d'une date à une autre, on sait qu'à la fin, quand on va atteindre la date finale, on aura livré un résultat. Les projets nous aident à matérialiser nos livraisons. Les projets nous aident à contrôler nos activités. Si j'ai dit qu'il y a un travail qui doit se faire de ce jeudi au jeudi prochain, et on arrive jeudi prochain, on n'a fait que 50% de ce travail, je commence déjà à appliquer des actions correctives. Donc, je mets un contrôle. Il y a un mécanisme de contrôle pour me permettre de faire en sorte que le travail se fasse à temps. Je contrôle mes dépenses parce que j'ai défini un budget à l'avance. J'ai défini des dépenses à l'avance. Si je dépense plus que ce que j'avais prévu, je commence à appliquer des actions correctives. Donc, les projets facilitent tout cela aux entreprises. Dans le secteur libéral, le projet, c'est ça même l'effet catalyseur de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne peut démarrer sans projet. Je ne peux pas démarrer une nouvelle entreprise sans projet. Donc, le projet, c'est ça même qui me permet de démarrer l'entrepreneuriat. Le projet me permet de livrer autour de moi. Pour que je puisse livrer autour de moi, pour que je puisse apporter des nouveaux produits, des nouveaux services autour de moi, je dois conduire des projets. Les projets me permettent de dédier du temps. Comme je suis dans le secteur libéral, je voudrais organiser mon temps pour me permettre de livrer quelque chose, pour me permettre de faire un travail. Le projet me permet de dédier du temps. Les projets me permettent d'avoir des réalisations plutôt que des idées. Plutôt que de me limiter aux idées, je voudrais réaliser mes idées. Pour ça, je dois donc lancer un projet. Enfin, dans le secteur public, on a besoin des projets parce que les projets viennent rentabiliser nos contributions. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans une phase où le secteur public nous demande, nous exige nos contributions, que ce soit dans le domaine du transport, que ce soit dans le domaine du logement. Le secteur public nous exige des contributions. Comme le secteur public nous exige des contributions, dans ce cas, ces contributions, le secteur public doit les récompenser. Et le secteur public doit les rentabiliser. Et pour les rentabiliser, ils doivent lancer des projets. Les projets contribuent au développement dans le secteur public. Pourquoi nous avons des villes plus grandes que d'autres? Pourquoi nous avons des villages? Nous avons un secteur rural, un secteur urbain. C'est parce que dans le secteur urbain, on a réalisé beaucoup de projets. Donc, les projets aident à contribuer au développement. Les projets sont des réponses collectives. Nous pouvons rester dans la même ville, nous pouvons rester dans la même commune, on ne se connaît pas, on ne se connaîtra jamais toute notre vie, mais nous avons le même besoin. Ça peut être un besoin d'électricité, ça peut être un besoin d'eau, ça peut être un besoin de fluidité du trafic routier. Dans le secteur public, ce sont les projets qui vont répondre à nos besoins.
Ce sont donc des réponses collectives. Les projets contribuent à la croissance, développement. Les projets contribuent à la croissance, ça permet au secteur public de grandir. Ça permet d'arriver à un niveau où nous n'avons plus le même besoin. Ça permet d'arriver à un niveau où nous n'avons plus le même besoin que celui que nous avions dans le passé. Enfin, les projets permettent de contribuer au bien-être. Ça permet de contribuer au bien-être de la population. Ça permet de contribuer au bien-être de l'environnement public. Donc, ça, c'était pour présenter pourquoi nous avons besoin d'un projet. En résumé, nous avons besoin d'un projet pour créer de la valeur. Un projet crée de la valeur. Un projet crée de la valeur pour les bénéficiaires. Qu'est-ce que nous avons dans un projet? Nous avons un but, un projet guidé par un but. C'est le but qui va dire qu'est-ce que nous souhaitons atteindre dans un projet. Ce but est défini par une vision. Et cette vision, elle définit quoi? Elle définit une valeur. On a dit que le projet crée de la valeur. Cette vision définit une valeur. C'est cette valeur qui va apporter la croissance aux bénéficiaires de la valeur même que va créer le projet. Ce but, il sera atteint par des résultats. Ces résultats, on va les atteindre suivant un calendrier, suivant un échéancier. Comme on a dit que le projet est temporaire, ces résultats seront atteints suivant un échéancier. Et pour atteindre ces résultats, on aura besoin des ressources. On aura besoin de quelles ressources? Des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines. Cette vision, elle est définie par qui? Elle est définie par une structure de pilotage. Il y a une structure de pilotage qui est au-dessus du projet, qui a défini une vision, qui a dit nous devons produire telle valeur. Et en définissant cette vision, ils ont conclu qu'un projet devait naître. Et cette structure de pilotage, donc, est à la base de la naissance du projet. Mais ce n'est pas tout. Dans un projet, on a aussi des acteurs qui interagissent, qui sont les parties prenantes. Soit ils subissent les résultats du projet, soit ils agissent sur le projet. Donc, en gros, ce sont ces éléments essentiels que nous avons dans un projet. On a parlé de créer la valeur. C'est quoi le lien entre le projet et le produit? Le projet est temporaire. Il vient créer le produit. C'est le produit qui va porter la valeur. C'est le produit qui va porter la valeur que le projet devait créer. Ce produit sera utilisé. Ce produit sera utilisé et ce produit a un cycle de vie. C'est-à-dire que ce produit peut vivre un certain nombre d'années, ce produit peut vivre un nombre de mois, ça va dépendre de quel produit sera créé. Réaliser un projet, c'est donc vouloir une finalité. On ne fait pas le projet pour rien, on fait le projet pour ça, pour le produit, pour la valeur. C'est ça que nous visons quand nous nous mettons à réaliser un projet. Donc, le projet, son focus, ce sont les livrables. Ce sont les livrables et ce sont ces livrables qui vont représenter le produit. Le produit, c'est quelque chose qui sera quantifié dans le marché. C'est quelque chose qui va vivre beaucoup plus longtemps, ou ça va dépendre, mais très souvent, le produit va vivre beaucoup plus longtemps que le projet. Donc, le projet, lui, il est temporaire, il est venu juste pour créer le produit. Et puis, bon, le produit continue sa vie. C'est quoi qui va maintenant matérialiser? C'est quoi qui va faire que nous puissions aller du projet au produit? C'est le business case. Le business case, c'est la raison d'être du projet. C'est le business case qui va justifier l'investissement, qui va dire pourquoi nous faisons ce projet. Et c'est le business case qui va dire que ce que nous allons créer à la fin, ça vaut plus que ce que nous allons dépenser en énergie, en effort, en argent. La boussole, donc,
pour un projet, c'est la valeur métier. C'est la valeur métier, c'est le retour sur investissement. Un projet est un investissement parce que, comme nous le savons, un investissement, c'est une dépense immédiate pour des résultats sur le long terme. Un projet est un investissement. On dépense aujourd'hui, les résultats, on les aura à la fin du projet et peut-être même après la fin du projet parce que le projet va produire des livrables. Ces livrables-là doivent maintenant générer la valeur. Cette valeur-là, on peut l'avoir soit immédiatement après le projet, soit pendant la vie du produit réalisé par le projet. Donc, un projet est un investissement. Donc, dans un projet, on doit faire un retour sur investissement. À la fin du projet, on doit faire un retour sur investissement. Un projet doit donc être viable. Un projet doit donc faire un retour sur investissement. Pour faire un retour sur investissement, il faut que la valeur actuelle nette soit supérieure à zéro. Donc, quand la valeur actuelle nette est supérieure à zéro, on a une création d'une valeur de plus. On a une création de richesse. Comme nous le savons tous, pour ceux qui sont certifiés, qui ont déjà suivi les formations en gestion de projet, pour ceux qui sont économistes, la valeur actuelle nette, voilà comment elle se calcule. C'est la formule de la valeur actuelle nette. Donc, c'est au fait une somme de tout ce que nous avons eu comme, flux financier. C'est une somme des différences entre ce qu'on a eu comme flux financier à l'instant T avec notre investissement initial. Donc, euh, ce qu'on a eu comme flux financier à une période T, qu'on va diviser par le taux d'actualisation. Et c'est ça, quand on va soustraire l'investissement initial, c'est cette somme-là qui représente notre valeur actuelle nette. Si c'est supérieur à zéro, c'est-à-dire que nous sommes en train de gagner, donc c'est plus que l'investissement initial. C'est plus que l'investissement initial. Je peux la calculer sur chaque mois, je peux la calculer sur chaque année, je peux la calculer sur chaque trimestre. Donc ça, c'est une valeur qui peut me permettre d'estimer même, quand je veux me lancer dans un projet, d'estimer si ce projet va rapporter ou si ce projet, il va nous faire courir à notre perte. Donc, on ne va pas aller trop en détail là-dedans, on n'est pas là pour ça. Donc là, c'était pour nous rappeler, nous définir, qu'on se rappelle qu'un projet est là pour créer de la valeur, qu'on se rappelle de ce qu'est un projet, qu'on se rappelle qu'un projet euh, vient pour créer quelque chose qui apporte un plus au bénéficiaire. Le bénéficiaire, ça peut être un individu, ça peut être une organisation, ça peut être le secteur public. Donc, le bénéficiaire, ça peut être n'importe qui. Maintenant, nous allons nous rappeler les approches et méthodologies. Pour nous rappeler des approches et des méthodologies, on va d'abord rappeler sur les contraintes qui existent dans un projet. Au début, nous avons une idée, nous avons une opportunité. On s'est dit, ah, si nous lançons, si nous construisons ceci, si nous réhabilitons cette route, si nous construisons, si nous faisons, si nous faisons ce travail, si nous faisons, je ne sais pas, nous rendons ce service, c'est-à-dire que nous allons apporter de la valeur. Donc, l'opportunité représente quoi? L'opportunité a représenté le résultat que nous voulons atteindre, a représenté la qualité que nous souhaitons produire, la qualité du résultat, le résultat que nous voulons atteindre. Ça, c'était l'idée. Mais maintenant, on veut réaliser. Quand on veut réaliser, là maintenant, c'est la faisabilité. La faisabilité, elle voit maintenant la qualité avec le coût et le temps. Est-ce que ce que nous voulons atteindre,
ça sera possible de l'atteindre en dépensant autant? Ou combien on va dépenser pour l'atteindre? Ça va nous prendre combien de temps? C'est-à-dire qu'à la fin de la faisabilité, nous aurons rassemblé 3 contraintes. Résultat, coût, temps. À la fin, nous aurons rassemblé 3 contraintes. Qualité, résultat, coût, temps. C'est en fonction des 3 contraintes qu'on va se dire que nous pouvons commencer le projet. Et quand nous commençons le projet, maintenant, nous regardons la qualité, le coût et le temps. Parce qu'on a déjà défini le résultat, on a déjà dit que c'était faisable. Maintenant, nous commençons à regarder la qualité, le coût et le temps pour faire, pour réaliser le projet. Maintenant, nous avons deux approches majeures. Il y a 3 approches dans la gestion de projet, mais 2 approches majeures. La troisième est plus une combinaison des deux. Nous avons l'approche prédictive. L'approche prédictive, c'est l'approche dans laquelle le périmètre est fixe. C'est-à-dire que la qualité et le résultat que nous avons défini, ça reste fixe. Le coût et le temps vont commencer à changer. C'est estimé, c'est une estimation. Ça va commencer à changer. Ça peut changer. Parce que nous avons déjà un résultat, nous avons déjà une qualité. On sait ce qu'on vise. Donc, on va mettre les moyens pour atteindre ce qu'on vise. On avait estimé les moyens au début, et puis on se rend compte en avançant que non, il faut qu'on mette plus de moyens. On va mettre les moyens s'il le faut. On se rend compte qu'il faut plus de temps. On va mettre plus de temps s'il le faut, parce qu'on connaît déjà nos résultats. L'approche agile, qui est la deuxième approche, là maintenant, les coûts et les délais sont fixes. On a des délais bien précis. Les résultats, on doit les donner à ces délais-là. C'est maintenant le résultat, c'est la qualité qui change. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si c'est ça le résultat final. Mais on développe dans les slides suivants. L'étude de faisabilité, puisque nous en parlons, a 5 piliers. Pour qu'on puisse valider notre étude de faisabilité et nous lancer, il y a 5 piliers. Le premier, c'est la faisabilité technique. Donc, on doit faire une étude technique. Est-ce que c'est techniquement faisable, ce que nous voulons réaliser? Avons-nous les compétences? Avons-nous les outils nécessaires? Est-ce qu'on peut le faire? Le deuxième pilier, c'est le marché. Est-ce que ce que nous allons faire, on en a vraiment besoin? On va donc analyser le marché. On va voir si le besoin est réel, si vraiment il y a une opportunité pour faire ce que nous voulons faire. Il y a aussi l'aspect légal, la faisabilité légale ou organisationnelle. Est-ce que ce que nous voulons faire, c'est permis de le faire? Est-ce que ce que nous voulons faire, ça a un impact organisationnel? Il y a aussi le pilier socio-environnemental. Est-ce que ce que nous voulons faire, est-ce que ça a un impact sur les personnes, ça a un impact sur l'environnement? Est-ce que l'impact est négatif? Est-ce que l'impact est positif? Et enfin, il y a la faisabilité financière. Est-ce qu'on a les fonds pour le faire? Est-ce que le faire, le réaliser, est-ce que ça va nous permettre de gagner plus que ce qu'on a dépensé? Donc, ça, ce sont les 5 piliers de l'étude de faisabilité. Quand on a parlé de l'étude de faisabilité, pour nous permettre d'identifier les contraintes de temps, les contraintes de coût, qui vont nous permettre de produire ces résultats-là avec cette qualité-là, voici les 5 piliers que nous allons regarder dans notre étude de faisabilité. Dans l'approche prédictive, les concepts clés, c'est on est guidé par le plan. On a déjà défini nos résultats. On a déjà défini nos délais, nos coûts au début,
avant de commencer quoi que ce soit, on a déjà défini nos résultats. On est guidé par le plan. Où est-ce qu'on peut utiliser l'approche prédictive? On peut utiliser l'approche prédictive dans les environnements stables. Les environnements où on sait que ça ne va pas changer, les conditions ne vont pas changer. Ou même si les conditions vont changer, la probabilité est quand même trop faible. On a une certitude élevée, on a déjà les éléments nécessaires. Pour construire une maison, on a déjà des certitudes. On a une certitude élevée pour construire une maison. On sait déjà que pour construire une maison, il faut faire une fondation, il faut élever les murs, il faut faire une toiture, il faut faire le finissage. On sait ça. On sait qu'en fonction des dimensions, on doit calculer de combien de briques on a. Ce sont des choses qu'on sait. On a déjà beaucoup de certitudes. On l'utilise aussi quand les livrables sont tangibles. Pour beaucoup de projets dans lesquels les livrables sont tangibles, c'est l'approche prédictive qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que je ne sais pas revenir en arrière quand je fabrique une table. Quand je fabrique une maison, je ne sais pas revenir en arrière. J'ai déjà fait ma fondation. Ma fondation, elle était prévue pour 2 niveaux. Je ne sais pas revenir en arrière, changer pour que ça devienne pour 4 niveaux. Donc, très souvent, pour les livrables tangibles, je vais utiliser l'approche prédictive. La devise, donc, comme les anglophones le diraient, ils diraient plan de work, work de plan. Donc, planifie le travail, travaille en fonction du plan. C'est ça la devise de l'approche prédictive. Donc, dans l'approche prédictive, je vais définir les exigences, et puis après, je vais concevoir, et puis après, je vais faire la mise en œuvre de ce que j'ai conçu, et puis après, je vais vérifier si ce que j'ai mis en œuvre fonctionne comme prévu, et puis après, on passe à la maintenance, on a terminé, donc on passe maintenant à la maintenance. Quand vous regardez ceci, on descend, on descend, on descend. C'est comme une chute d'eau. L'eau ne remonte pas. Voilà pourquoi l'approche prédictive est parfois appelée waterfall. Si vous tapez sur Google waterfall, gestion des projets ou waterfall project management, et vous voulez regarder les images, on ne va pas vous montrer des chutes d'eau. On va vous parler de gestion de projet. Parce que c'est une approche en cascade. On descend, on descend, on descend. On ne remonte jamais vers, jamais. On ne remonte pas, on ne remonte que très peu vers l'étape précédente. La remontée est difficile. Voilà ce que ça signifie. C'est comme dans une chute d'eau. L'eau, quand ça tombe, c'est vrai, ça peut éclabousser et puis remonter, mais la remontée est difficile. Donc, quand l'incertitude est faible, quand les exigences sont claires, on va utiliser le waterfall. C'est quoi la gestion des risques dans le waterfall? Dans le waterfall, les coûts augmentent au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Le coût du changement devient donc beaucoup plus élevé quand on avance dans le projet. Quand je construisais ma maison au début du projet, au niveau de la fondation, et on m'a demandé de changer la fondation, c'était facile. Ça ne me coûterait pas. Mais quand j'arrive à ce niveau, je suis déjà au 2e niveau. On me demande de changer la fondation parce qu'on ne va pas s'arrêter au 3e niveau. On doit aller jusqu'au 5e. Ça commence à coûter cher. Donc, le coût du changement est très cher dans l'approche en cascade, l'approche prédictive. C'est une logique CAPEX. Donc, c'est adapté aux investissements lourds où l'actif doit être défini avant l'acquisition. Le grand risque, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est quoi l'effet tunnel? Ce n'est que quand vous arrivez à la fin du tunnel, que vous voyez le bout du tunnel et vous êtes content ou vous n'êtes pas content. Il faut arriver au bout du tunnel pour savoir si le bout du tunnel est bénéfique pour vous ou il n'est pas bénéfique pour vous. Si vous n'êtes pas encore arrivé au bout du tunnel, vous ne savez rien dire.
C'est ça l'effet tunnel. Et c'est comme ça avec l'approche prédictive. Si le client ne voit pas le résultat, si le client ne voit pas le résultat, si le besoin change, si le client voit le résultat à la fin et que ce n'est pas ça qu'il voulait, le projet a échoué. Si le besoin a changé, le projet a échoué. Donc, le client ne voit le résultat qu'à la fin. Qu'est-ce qu'on va vérifier pour être capable d'utiliser les résultats du projet? C'est le livrable physique ou matériel qui va nous permettre de savoir que on a produit ce qu'il fallait. On va utiliser aussi les normes réglementaires. Les normes réglementaires seront fixes. Les besoins seront clairs et stables dans un projet qui est conduit par l'approche prédictive. Quelques méthodes d'approche prédictive. On a par exemple le cycle en V. Le cycle en V, c'est une méthode très utilisée en ingénierie. Vous voyez, avec l'approche classique cascade, on descend. Mais le cycle en V descend et puis remonte. Il remonte pourquoi? Parce qu'on a ajouté une possibilité de tester. Le travail qu'on a fait de codage, qu'on arrive à tester. Si on teste, ça ne marche pas, on peut revenir à codage, comme ça on va descendre. On peut mettre des tests d'intégration. Si ça ne marche pas ici, on peut revenir à la conception, on descend. On peut arriver au niveau de la recette. Si ça ne marche pas ici, on peut revenir à la spécification, on descend. Mais même alors, plus on revient en arrière, plus ça va coûter cher. Même si on a mis cette possibilité. Donc, c'est séquentiel. Il faut une validation avant de passer à la phase suivante. Et c'est documenté. On documente, il faut suivre l'énoncé des besoins ou suivre le cahier des charges. Ça ne change pas. Et c'est irréversible. C'est-à-dire que quand j'avance, je teste, j'avance, je teste, j'avance, c'est irréversible. Je ne peux pas arriver au bout de l'élévation. On teste et puis on dit la fondation n'est pas bonne, on doit reprendre. Compliqué, je ne saurais pas le faire. C'est irréversible. Il y a aussi la méthode des 3 P. Pour ceux qui ont déjà lu, je crois, la 3e édition ou la 2e édition de la boîte à outils du chef de projet, on présente la méthode des 3 P. Mais il y a aussi, vous pouvez trouver aussi sur Internet. La méthode des 3 P, c'est préparer, piloter, progresser. Préparer, c'est la phase de planification. Donc, c'est dans la préparation qu'on va planifier. On suppose que 80% des échecs proviennent d'une mauvaise préparation. Donc, le gros de notre travail en tant que chef de projet, ça sera préparé. Voilà pourquoi le carré préparé est plus grand que les autres. Parce que le gros du travail d'un chef de projet, ça sera de préparer dans cette méthode des 3 P. Piloter, c'est le suivi maintenant de l'avancement, la consommation des ressources. On estime que piloter va prendre moins de travail que préparer pour un chef de projet. Donc, comprenez par là que cette méthode privilégie l'anticipation, c'est-à-dire que je dois me casser en 1000 morceaux avant de commencer le travail pour que le pilotage ne me prenne pas beaucoup d'efforts. Et enfin, progresser, qui est le moment où on va voir maintenant où est-ce qu'on en est, les résultats sont comment, est-ce qu'on a produit ce qu'il fallait, est-ce qu'on n'a pas produit ce qu'il fallait. Et ça va prendre moins de temps que le reste, moins d'efforts que le reste. Donc ça, c'est une deuxième méthode de l'approche prédictive. Ce n'est pas une méthode très standard, mais c'est quand même une méthode pratiquée, surtout dans les milieux francophones. C'est quand même une méthode pratiquée, la méthode des 3 P. Disons, c'est très utilisé aussi au niveau pédagogique pour permettre aux gens de comprendre parfaitement la gestion des projets.
C'est idéal pour les projets qui ont un périmètre clair. Donc, les résultats sont clairs, les risques sont connus, c'est séquentiellement linéaire. Comme ça, on prend tout notre temps pour planifier et le reste ne fera que suivre la planification sans problème parce que ça ne sera pas très variable. On a aussi ce qu'on appelle le WBS 3D. Déjà, nous connaissons le WBS. Le WBS qui est le Work Breakdown Structure. Le Work Breakdown Structure qui est la structure de décomposition du travail. C'est-à-dire que j'ai mon projet, je l'ai décomposé en livrables. J'ai compris que ce projet, pour le réaliser, je dois réaliser ces différents livrables. Et maintenant, pour chaque livrable, je commence à décomposer. J'aurai quoi pour réaliser ce livrable? C'est sous-livrable. J'aurai quoi? Je décompose jusqu'à ce que je vais atteindre un niveau de travaux gérable que nous appelons les lots de travaux, les work packages. C'est le WBS. Maintenant, cet outil, je ne vais pas parler de méthode, mais plutôt d'outils. Cet outil, le WBS 3D, c'est un outil qui considère trois dimensions. Au lieu de se limiter, au lieu de faire seulement un WBS sur la structure de décomposition du travail, je fais un zone breakdown structure ou localization breakdown structure, LBS. Donc, là maintenant, je décompose aussi sur l'aspect géographique de mon projet. Le projet va s'appliquer sur telle zone. Il y a telle sous-zone, il y a telle sous-zone, il y a telle sous-zone, il y a telle sous-zone aussi qui vont subir le projet. J'ai aussi Product Breakdown Structure, le produit. Je décompose mon produit en composants. Le projet va réaliser ce produit. Ce produit est composé de ça, 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 de ça, ça, ça. Et j'ai aussi Activity Breakdown Structure, les tâches. C'est là maintenant que j'ai ce que nous avons l'habitude de faire avec le WBS. Cet outil est très utilisé dans les milieux, dans les projets complexes. Pourquoi? Parce que on veut lier les contrats. On veut lier les contrats aux activités. On veut savoir, on veut lier les composants aux activités. On veut lier les lieux aux activités. Donc, on forme une sorte de matrice de responsabilité, une sorte de raquis pour nous permettre de savoir où est-ce que telle activité va se dérouler et pour quelle composante et qui va le faire. Pour avoir plus de détails sur le WBS 3D, voici le livre. Je vous ai mis le lien qui est même sur Amazon. Hein. Voici le livre qui avait été écrit par Xavier Léino, Jean-Yves Moine et le docteur Paul Giamalvo en 2019. C'est eux qui ont imaginé le WBS 3D. Et vous pouvez les trouver sur LinkedIn de toute façon. Hein. J'ai mis les liens aussi LinkedIn. On va vous partager de toute façon le support. Donc, c'est un outil qui est utilisé, qui est recommandé pour les projets complexes, pour les projets pour lesquels les simples méthodes linéaires ne suffisent pas. Donc là, c'était pour parler des méthodes du prédictif. Maintenant, on va parler de l'approche adaptative. Donc, le mindset agile. L'approche classique, elle est linéaire, c'est ce qu'on a dit. On planifie et on va comme on a planifié. On va comme on a planifié. Euh, on avance comme on avait planifié. L'approche adaptative, elle n'est pas comme ça. Dans l'approche adaptative, est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai l'impression que je ne partage plus. C'est le cas, ça ne se voit plus depuis un moment. Ah, OK. Un instant que je repartage l'écran. OK. Vous voyez mon écran maintenant?
Je m'excuse, je pensais que l'écran se voyait. J'ai constaté seulement depuis un moment que l'écran ne se voyait plus. OK. Donc, je disais, l'approche adaptative. L'approche adaptative, on n'avance plus de manière linéaire. On avance, on peut reculer un peu, on avance, on peut reculer un peu, on avance, ainsi de suite. Dans l'approche adaptative, on utilise cette approche quand on a une incertitude élevée, quand c'est un projet dans lequel il y a une incertitude élevée. On peut aussi utiliser quand les livrables sont intangibles. On a parlé des produits tangibles et des produits intangibles. On a parlé des logiciels, on a parlé des processus. C'est-à-dire que pour les projets dont le produit sera un processus, le produit sera juste un logiciel. Dans ce genre de projet, l'approche adaptative peut-être mieux s'y prêter dans ce genre de projet. Donc, on peut utiliser l'approche adaptative dans ces projets. La devise ici, c'est outcome over output. Donc, on délivre avant le produit final. On n'attend pas le produit final. On délivre avant le produit final. Pour bien vous expliquer, pour bien vous illustrer l'approche agile, prenons l'exemple d'une maison. Je veux qu'on me construise une maison. On m'a déjà fait la fondation. Mais après, on s'était arrêté. Le reste, donc, l'élévation des murs, ainsi de suite, on devait le faire. On devait tout finir dans 14 mois. Moi, j'habite chez mon bailleur, je suis locataire. Mais il se fait que la maison où j'habite sera démolie, sera bientôt démolie, et dans 3 mois. Et je n'ai nulle part où aller, mais je peux toujours continuer avec ma maison. Alors, le maçon me propose, il me dit, le premier mois, je vais commencer à vous livrer 1 à 2 pièces par mois. Le premier mois, il me livre 2 pièces. Je commence à entreposer dans ces 2 pièces. Le deuxième mois, il me livre encore 2 autres pièces. J'entrepose encore plus d'histoire. Le troisième mois, il me livre encore 2 pièces. Je déménage, on s'entasse, on dort un peu en désordre. La maison ressemble à un dépôt. Le quatrième mois, il me livre 1 pièce. Je commence à bien ranger mes affaires, ainsi de suite. Donc, chaque mois, il me livre. C'est-à-dire que dès le premier mois, j'ai commencé à utiliser ma maison. Je n'ai pas attendu que la maison soit terminée pour l'utiliser. C'est avec cette logique qu'évolue l'approche agile. Mais maintenant, l'approche agile, c'est plus que ça. Ce n'est pas que livrer comme ça progressivement. Pourquoi est-ce qu'on se sent contraint de livrer progressivement? Premièrement, parce qu'il fallait libérer la maison. Mais deuxièmement, dans l'approche agile, on livre progressivement parce que les besoins peuvent changer. Au début, j'avais besoin d'une maison de 4 chambres, mais au fur et à mesure dans le projet, mon besoin a changé. J'ai maintenant besoin d'une maison de 5 chambres. Et puis à un moment, les besoins ont encore changé. Bon, on réduit seulement à 3 chambres. C'est ça l'approche agile. C'est-à-dire que mes besoins peuvent changer pendant le projet. Et le changement est un avantage compétitif. Être capable de changer, de s'adapter au changement, c'est un avantage compétitif. Donc, avec l'approche agile, dès le début du projet, la valeur, on la voit. Et puis, ça évolue progressivement jusqu'à atteindre la valeur finale. Avec l'approche traditionnelle, l'approche prédictive, on ne voit pas trop la valeur. Il faut attendre la fin pour voir la valeur. La philosophie de l'approche agile, c'est s'adapter. On planifie aussi dans l'approche agile, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Donc, l'adaptation prend plus de place sur la planification.
On apprend en faisant avec l'approche agile. Donc, l'approche agile est basée sur l'empiricisme. On apprend en faisant. Donc, c'est sur l'expérience qu'on se base. L'approche agile est itérative. Donc, on va reprendre la même chose. On va reprendre les mêmes tâches. On va reprendre ce qu'on avait déjà fait. On va reprendre par des cycles courts, des cycles de 2 à 4 semaines. Après 2 à 4 semaines, nous allons délivrer le résultat. Nous allons délivrer une partie du produit. Vous avez tous compris qu'avec l'approche agile, on délivre partie par partie. La transparence aussi, l'approche agile. Il faut montrer l'avancement en temps réel dans l'approche agile. C'est-à-dire que la communication, quand on parle de transparence, on voit la transparence par rapport au bénéficiaire. Le bénéficiaire voit comment son projet est en train de progresser. Dès qu'il reçoit des résultats, ça lui donne déjà un signe du progrès. Dès qu'il reçoit encore des résultats, ça lui donne un signe du progrès. Donc, il voit comment son projet avance. Ce n'est plus l'effet tunnel. Il n'a pas besoin d'attendre le bout du tunnel pour voir comment ça avance. Aussi, on livre la valeur prioritaire immédiatement. Donc, c'est du eat your dessert first. Mange d'abord ton dessert. On doit te donner tout le repas. Bon, mange d'abord ça. Mange d'abord les petits pains. On t'apporte une partie, on t'apporte une partie. C'est ça l'approche agile. Pourquoi l'approche agile est née? L'approche séquentielle échouait dans les logiciels, parce que l'approche agile est née à partir des logiciels, premièrement. L'approche séquentielle échouait pour les logiciels. 80% des fonctionnalités qu'on développait en waterfall, à la fin, on ne les utilisait plus. Et le coût du changement, comme je vous l'ai dit, le coût du changement est très élevé dans l'approche prédictive que dans l'approche agile. Dans l'approche agile, c'est la valeur, le centre de tout. C'est-à-dire qu'on va prendre 20% des fonctionnalités pour produire déjà 80% de la valeur. Donc, on se concentre sur ce qui est prioritaire pour le demandeur. Qu'est-ce que le demandeur veut en premier? C'est sur ça qu'on travaille pour lui livrer quelque chose. Et ceci, ça nous permet de réduire le risque. Parce que dès que je livre, j'ai réduit le risque. Tout ce que j'ai livré, le risque est parti. Et même si j'avais des risques, j'avais des problèmes, que j'échoue alors au début. Comme ça, je vais m'améliorer au fur et à mesure dans le projet et le projet va bien avancer. Donc, l'échec est détecté très tôt. Qu'est-ce qu'on utilise dans l'approche agile pour avancer, pour vérifier nos projets? On va utiliser des livrables immatériels, ça peut être des logiciels, ça peut être des résultats de recherche. Les besoins sont flous ou changeants dans l'approche agile. Dans l'approche agile, je ne vais jamais dire « Ah, mais vous aviez dit ça, finalement, c'est quoi que vous voulez avoir ?» Je ne vais jamais dire ça. Parce que l'approche agile est là justement pour les gens dont les besoins sont changeants. Avec l'approche agile, comme je délivre très vite la valeur prioritaire, le time to market est rapide. Donc, le temps de mise sur le marché est rapide. Je délivre très vite ce qu'on appelle le MVP, le Minimal Viable Product, donc le produit minimum viable. Je le délivre très vite. C'est-à-dire que quand on me demande une maison dans l'urgence, j'essaie de regarder dans la maison, dans l'urgence, qu'est-ce que je peux réaliser très vite qui est prioritaire pour que la personne puisse être capable d'utiliser. C'est cela que ça signifie. Comprenez que pour l'approche agile, parler des méthodes agiles, c'est compliqué. On va plutôt parler des cadres agiles, des frameworks, des ensembles d'outils, des frameworks mis en place pour faire l'approche agile. Je vais parler de 2 frameworks très fréquents, très utilisés. Il y a Scrum et il y a Kanban, qui sont
parmi les frameworks les plus utilisés dans l'approche agile. Scrum qui fait un focus sur les processus, Kanban qui fait un focus sur la visualisation du flux du travail. Dans Scrum, nous avons ce qu'on appelle le backlog du produit. Le backlog du produit, c'est un peu une liste des besoins, des exigences, une liste de ce qu'il faut faire dans le projet. Ce qu'on veut que vous puissiez faire pour réaliser le projet. Et ça, le backlog du produit. Ce backlog du produit, il représente donc ce qu'il faut réaliser. Maintenant, comment nous allons réaliser? Nous allons réaliser dans des itérations. Donc, on va commencer à prendre dans le backlog du produit, s'il y a 50 besoins, 50 tâches, 50 exigences, on va sélectionner les exigences prioritaires. Le backlog sera priorisé. On va mettre, c'est priorisé à la méthode du panier. Dans un panier, qu'est-ce que je prends en premier? Je prends le vêtement le plus au-dessus. Donc, on va mettre au-dessus les tâches prioritaires. C'est ce que je vais prendre. C'est ce que je vais prendre pour réaliser mon projet. Donc, je vais prendre mes tâches prioritaires. Je vais sélectionner ce que je peux réaliser. Ça va dépendre de comment je vais définir ma durée de réalisation de quelque chose d'utilisable à la fin de l'itération. Est-ce que ça sera une semaine? Est-ce que ça sera pendant 4 semaines? Est-ce que ça sera pendant je ne sais pas moi, 2 semaines. Donc, je vais mettre ce que je pense de réalisable. Et j'aurai des réunions journalières et à la fin, j'aurai un incrément, donc un livrable à la fin de l'itération. Les rôles qu'on a dans le Scrum, on a celui qui représente le bénéficiaire qu'on appelle le Product Owner, on a le Scrum Master. On va dire que c'est le chef de projet, mais pas vraiment. Disons que, bon, on peut dire ça, c'est un peu le chef de projet, et on a l'équipe. Pourquoi je dis c'est un peu? Parce que dans Scrum, on a dilué beaucoup de responsabilités, de rôle de chef de projet dans toute l'équipe. Donc, le product owner fait ce qu'un chef de projet classique fait une partie des activités qu'un chef de projet classique fait. L'équipe fait une partie de ce qu'un chef de projet classique fait, parce que l'équipe est auto-organisée. L'équipe s'attribue elle-même les tâches. Nous avons donc des sprints, on a des reviews. C'est le moment où nous donnons aux bénéficiaires ce qu'on a réalisé, nous présentons aux bénéficiaires ce qu'on a réalisé et ce qu'on n'a pas accompli. On a la rétrospective, c'est le moment où nous voyons comment améliorer notre manière de travailler. Et nous avons des artefacts, les backlogs, l'incrément, ainsi de suite. Donc là, c'est Scrum. Nous avons aussi Kanban. Kanban qui vient du Japon, précisément des usines de Toyota. Kanban qui signifie carte en japonais. Son objectif, c'est visualiser le travail, limiter le travail en cours. C'est-à-dire qu'on a un tableau comme ça. Dans ce tableau, nous mettons le backlog, donc nous mettons les tâches à faire. Et à chaque fois, nous mettons des tâches en cours, mais on limite le travail en cours. On dit par exemple, c'est toujours 10 tâches en même temps. Dès qu'on atteint 10 tâches, on ne prendra plus d'aller à faire. On fait d'abord ce qu'on a en cours. Dès qu'on termine, on met aussi une durée pour les travaux en cours et puis on va commencer un autre cycle avec d'autres travaux en cours. Et à chaque fois, on élimine les gaspillages, ce que les Japonais appellent muda. Donc, ça, c'est quand on combine avec Lean. On élimine les gaspillages. On parle de 7 catégories de gaspillage. Il y a les excès, il y a les temps d'attente, ainsi de suite. On parle des 7 catégories de gaspillage de Tim Woods. Donc, ici, c'est stop starting, start finishing. Donc, il ne faut pas commencer beaucoup de tâches en même temps. Il faut limiter le travail. Il faut y aller progressivement, partie par partie. Parfois, on parle même
amélioration continue, des petites améliorations. Donc, on ne prend pas beaucoup de tâches, on prend juste un peu, mais on le fait progressivement, régulièrement, et on finit. Donc voilà. Donc, ici, ça, c'est notre limite. Par exemple, ici, c'est 3 tâches de work in progress. Enfin, on a la troisième approche, qui est l'approche hybride, qui combine les deux. Donc, il y a des parties qui sont bien définies dans le projet. On va utiliser le prédictif. Il y a des parties qui ne sont pas bien définies dans le projet. C'est évolutif. On va utiliser l'adaptatif. Le cycle de vie hybride, donc, combine les deux. C'est donc une gestion différenciée. C'est une gestion différenciée des différentes composantes dans un même projet. C'est-à-dire qu'il y a une partie du projet qu'on va gérer au rythme agile, au rythme des itérations, et il y a une partie du projet qu'on va gérer au rythme prédictif. Donc, on a déjà planifié à l'avance et puis on réalise. Très souvent, vous allez utiliser l'approche hybride quand il y a des éléments tangibles et intangibles en même temps dans le projet à réaliser. Donc, dans l'approche hybride, si c'est par exemple pour un développement logiciel, pour quelque chose, je peux dire quelque chose de moderne. Ça peut être un hôpital avec des solutions digitales innovantes. La partie construction de l'hôpital va suivre le waterfall. La partie développement logiciel des solutions innovantes, ça va suivre maintenant agile. Et il y aura maintenant des phases d'intégration pour que les projets avancent ensemble. Donc, il faudra gérer la friction entre les deux vitesses, la partie agile, la partie prédictive. Il faudra prévoir des rendez-vous jalonnés. Les sprints peuvent prendre 2 semaines, là où les livrables qu'on veut produire ici vont prendre 3 mois, 4 mois. Donc, il faudra voir comment concilier les sprints avec les rendez-vous jalonnés. Et puis, il faut un reporting intégré. Comment vous rapportez l'avancement du projet avec les sprints d'une part, avec les livrables du prédictif d'autre part. Donc là, c'était pour parler des approches. Maintenant, pour parler des critères de choix. Premièrement, il y a un facteur. Le premier facteur qui va vous guider dans les critères de choix, c'est la nature du livrable. Si le livrable est tangible, très vraisemblablement, nous allons pencher vers le prédictif. Si le livrable est intangible, donc quand c'est les logiciels, quand c'est les formations, quand c'est des processus, très vraisemblablement, nous pouvons pencher sur l'agile. Donc ça, c'est le premier facteur. Ce n'est pas le seul. Donc ne vous dites pas, livrable intangible, directement je fais agile. Non. C'est le premier facteur. C'est-à-dire que ce sont des facteurs qui peuvent vous guider. Le deuxième facteur, c'est le rôle du client. Est-ce qu'on a signé un contrat au départ pour réaliser quelque chose? Si on a signé un contrat, signé, approuvé, c'est possible qu'on penche sur le prédictif. Parce qu'on a signé un contrat. Il faut attendre la validation finale. Donc, il n'y a pas beaucoup d'interaction pendant l'exécution du contrat. Est-ce qu'on n'a pas signé un contrat, on veut collaborer plutôt? Là, c'est peut-être l'approche agile. Est-ce que le client veut commencer à voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il peut utiliser de ce qu'on a fait? Là, c'est-à-dire que on va impliquer le client, il faut des feedbacks continus du client. Le client peut changer les choses. Le troisième facteur, c'est le facteur humain et organisationnel. Est-ce que l'entreprise a la culture agile? Est-ce que l'entreprise a la culture du changement? L'entreprise a la culture de l'erreur, accepter les erreurs. Si l'entreprise n'a pas la culture d'accepter les erreurs, n'a pas la culture du changement à outrance, on reste dans l'approche prédictive. Si l'entreprise a cette culture du changement, là, on peut aller dans l'approche agile. Parce que l'approche prédictive est rigide. On suit un contrat. L'approche agile,
on peut changer, mais quand on change, il faut faire attention. Si c'est mal encadré, on risque de perdre de vision. Ceci me pousse à parler de deux frameworks que je vous conseille pour commencer à choisir l'approche qu'il faut. Avant de parler de ces deux frameworks, voici une matrice que vous pouvez utiliser, la matrice de décision. Si les exigences sont fixes, c'est clair, peut-être que c'est le waterfall qu'il faut. Mais si c'est dynamique, si ça change, peut-être que c'est l'approche agile. Si le changement, si vous sentez que pour ce projet, changer, ça va être coûteux, peut-être que c'est waterfall qu'il faut. Si vous sentez que vous êtes dans un environnement où on accepte le changement et changer est facile, peut-être que c'est agile qu'il faut. Si vous êtes dans un projet où la livraison unique ne pose pas problème, peut-être que c'est waterfall qu'il faut. Si vous êtes dans un environnement où il faut livrer partie par partie, c'est urgent, il faut vite faire, on doit livrer partie par partie, dans ce cas-là, c'est l'approche agile qu'il vous faut. Le risque est élevé à la fin avec l'approche prédictive. Si vous sentez que le risque de voir le projet échouer sera très élevé à la fin, et vous pouvez le gérer, bon, l'approche prédictive. Mais si vous sentez que vous pouvez distribuer le risque, utilisez l'approche agile. Le premier framework dont on va parler, c'est le framework qu'on appelle Cynefin. Donc, c'est écrit Cynefin, ça se prononce Cynefin, parce que son inventeur, qui est Dave Snowden, est gallois. Et les Gallois, Cynefin qu'on a écrit là, se prononce Cynefin. Donc, le cadre Cynefin, inventé par Dave Snowden, sa base, son but, c'est identifier le niveau de complexité d'un problème. Il a défini cinq catégories de problèmes. On a les problèmes clairs. Le problème clair, c'est dans le domaine du connu, le connu. C'est-à-dire que la relation cause à effet est claire. Si je vois cette cause-là, si je vois cet effet-là, je connais la cause. Ici, qu'est-ce que je fais? J'identifie juste, j'identifie juste le problème. Je sais la cause, je catégorise et puis je réagis, je résous le problème. Donc ici, il existe déjà des meilleures pratiques. C'est-à-dire pour ce problème-là, il existe déjà des meilleures pratiques. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est le compliqué. Le compliqué, ce sont les inconnus connus. Pour les inconnus connus, ça nécessite une analyse. C'est-à-dire que il y a aussi une relation cause à effet, mais ce n'est pas n'importe qui peut établir cette relation. Il faut être un expert pour établir cette relation-là. Donc là, je vais identifier le problème et je vais analyser le problème pour identifier la cause et puis je vais réagir. Donc ici, je vais définir les bonnes pratiques. On a aussi le complexe. Le complexe